À la rencontre de ceux qui font l'actualité dans l'Est ontarien, Guillermo sur la Go. Voici Guillermo Todosa. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rachel-Anne Hamelin, qui est une autrice qui a récemment, hier, pas plus tard qu'hier, lancé un livre. Bonjour Rachel-Anne, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Merci de me recevoir. Ah, ça fait grand plaisir. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et puis, parle-nous un peu. Ça a été une journée spéciale hier. Je pense que c'était le lancement de ton livre Permission to a Journey of Breaking Patterns and Redefining Self. Exactement, oui. J'ai fait mon lancement à Alexandria. Je suis originaire d'Alexandria, mais j'habite maintenant à Castleman, donc c'était juste logique pour moi de faire ça dans mon village natal. Et dis-moi, comment ça s'est passé, le lancement du livre? C'était vraiment super de voir la communauté qui s'est rassemblée, des amis, des familles, des consoeurs en affaires. C'était beau de voir des gens qui sont venus me célébrer, mais aussi le beau partage qu'il y a eu à la fin quand les gens se sont levés puis sont venus me parler de leur propre expérience, puisque mon livre touche sur l'épuisement professionnel. Donc, c'était beau de voir les gens se sentir à l'aise d'en parler, surtout les personnes de l'âge de mes parents, qui ont vécu des épuisements, mais de façon silencieuse. Puis que là, se permettent finalement d'en parler. Donc, c'était super beau d'accueillir ces témoignages-là. Je pense que c'est un livre très personnel parce que tu abordes des sujets comme l'épuisement professionnel, l'anxiété de performance, le burn-out. Pourquoi ces sujets-là, j'imagine, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu dans ta vie et t'es passé à travers? Effectivement, oui. Ça fait environ 2 ans. Puis c'est qu'on appelle ça de façon clinique, c'était un long burn-out. Donc c'est quelque chose que j'ai traîné, si je peux utiliser ce mot-là, avec moi pendant plusieurs années, avant même de me rendre compte que j'étais en épuisement. Donc j'ai toujours su que j'allais écrire un livre un jour, mais je ne savais pas que j'allais l'écrire sur une expérience personnelle. Puis quand j'ai commencé à l'écrire, c'est vraiment thérapeutique. J'écrivais juste pour moi. C'est vraiment venu de l'intérieur de moi, de mon propre cru. Puis c'est en le retravaillant que je me suis dit, hey, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Tu sais, si quelqu'un peut lire, puis peut s'éviter de se rendre là où moi je me suis rendue, tu sais, de se réveiller un lundi matin en pensant qu'on fait une crise de cœur puis qu'on s'en va à l'hôpital parce que tu penses que tu es en train de mourir. Si quelqu'un pouvait lire ce livre-là, puis voir des petits drapeaux rouges, puis être capable de modifier des choses dans sa vie pour s'éviter une période très creuse, très difficile que j'ai vécue, moi, je vais être la plus heureuse. Et dis-moi, Rachel-Anne, pour les personnes qui pensent vivre ça ou passer à travers de ça, quels sont les signes qu'on est peut-être dedans ou on s'enligne vers un épuisement professionnel? De ma propre expérience, ce que je pourrais te dire, c'est une des premières choses pour moi qui a lâché, si je peux dire ce mot-là, c'est le sommeil. Des gros troubles de sommeil. Puis de tout le temps se sentir fatigué, mais fatigué au sens de peu importe le montant d'heures que tu peux dormir, la fatigue va toujours être présente. C'est une grosse fatigue lourde. Puis tout devient difficile, tout devient irritant, des petites choses, tu peux échapper une fourchette par terre puis te mettre à pleurer parce que tes émotions sont vraiment à fleur de peau. Tu es juste surstimulé sur tout. Puis des oublis, des gros manques, des décisions qu'on va prendre puis qu'on se rend même pas compte qu'on les a prises, ces décisions-là. Puis qu'on vit avec les conséquences des années plus tard et qu'on se souvient même pas que notre cerveau a fait ces étapes-là sans nous, là. Donc ça, je dirais que c'était les signes que moi, j'ai reconnus chez moi aussi. Et Rachel-Anne, tu disais qu'au début, tu pensais pas faire un livre, écrire un livre là-dessus, mais que c'était quelque chose qui t'intéressait. Est-ce que tu pourrais dire que quand ça a commencé, c'était comme un peu une espèce de journal intime ou juste écrire, toi, comment tu te sentais par rapport à ça et l'écriture, le processus a évolué? Effectivement, je pense que le mot que tu viens d'employer, journal intime, c'est effectivement le mot que j'ai utilisé hier pendant mon lancement. C'était un peu comme ça, c'était d'avoir un journal où j'avais encore
plein d'émotions, puis plein de choses qui me trottaient en tête. Puis de juste faire du sens de toute cette expérience-là. Donc, c'était vraiment thérapeutique. C'était un peu comme avoir d'autres thérapies en surplus. Je l'avais écrit de façon linéaire. Telle chose s'est passée à telle date. Ensuite, il y a eu telle chose qui s'est passée à telle date. Fait que c'était comme un peu aussi une façon de me souvenir de tout ce qui s'était passé. Puis c'est vraiment en retravaillant 3-4 mois plus tard où j'ai fait « Oh wow! Il y a vraiment quelque chose là. » Parce que moi, quand j'étais dans le creux de mon épuisement, j'étais en déni. Je ne savais pas. Si quelqu'un m'avait dit ah, peut-être que tu devrais parler à une thérapeute de ton épuisement ou peut-être que tu devrais lire un livre sur l'épuisement professionnel, je t'aurais dit ben non, je suis pas en épuisement, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, si on m'avait donné un livre qui est très narratif comme mon mémoire où je vous amène vraiment dans ma vie, vous allez voir des épisodes, c'est pas un guide, c'est pas une liste de ah, tu dois faire ça pour te sortir de ton épuisement, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une histoire. Donc, si j'avais lu une histoire, j'aurais probablement pu me reconnaître dans cette personne-là puis faire oh, voici un petit drapeau rouge là, moi aussi je fais ça. Peut-être que moi je m'enligne vers un épuisement. Peut-être que je suis en épuisement en ce moment. Donc, c'est comme ça que j'ai vu que ça allait évoluer. Et Rachel-Anne, permets-moi, j'ai une question. Est-ce que, c'est une question personnelle, est-ce que tu étais encore en épuisement pendant l'écriture du livre? Je me demande, est-ce que ça n'a pas rajouté comme une espèce d'autre couche de stress ou d'anxiété, que tu t'es pas mis de pression à écrire le livre, en fait? Tu y allais à ton rythme, c'est ça que je veux dire? Oui, c'est ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Absolument, absolument. Oui, ça aurait été très ironique de retomber dans un épuisement pendant qu'on est en train d'écrire un livre sur l'épuisement. Hein? Donc, oui, j'étais dans ma période de rétablissement. J'avais fait plusieurs choix dans ma vie pour trouver un équilibre vie-travail, puis aussi un équilibre avec mes propres passions. Donc, j'avais mis en place des genres de règles, de limites. Donc, quand je travaillais sur mon livre, c'était des choix conscients que je faisais. Puis, tu sais, je veux pas vous dire que je suis complètement guérie parce que moi, je trouve que quand on est dans un épuisement, on va vivre avec tout le temps parce on peut retomber là-dedans. C'est prouvé statistiquement que quand on a fait un épuisement professionnel, on peut y retomber beaucoup plus rapidement. Donc, c'est des choix conscients que je fais tous les jours. Donc, si je choisissais de travailler sur mon livre, c'était OK. Je choisis de travailler là-dessus en ce moment, mais qu'est-ce que je laisse de côté pour être en mesure d'y travailler? Donc, je le traitais comme un projet. Moi, je suis consultante, donc je suis habituée de travailler avec différents projets. Donc c'est comme ça que j'ai resté saine pendant l'écriture. Puis que si je m'imposais une échéance, bien que ça venait de moi. Et que je savais que je pouvais la décaler, cette échéance. Mm-hmm. Et dis-moi, comment ça a été l'écriture? Est-ce que tu avais ça te rappelait des épisodes? Est-ce que ça t'a fait revivre comme des émotions difficiles quand tu écrivais? Oh, absolument, absolument. J'ai des chapitres que même si je les relis en ce moment, j'ai toujours les larmes aux yeux. Je suis vraiment vulnérable dans le livre. Il y a des moments qui ont été vraiment pas beaux, où je me reconnaissais pas comme personne. Je l'ai pas caché. Je suis allée là, je l'ai dit. Les écrire, c'était thérapeutique, oui, mais c'est aussi de faire un deuil, puis de me donner de l'autocompassion. Tu sais, quand je parlais tantôt que le cerveau prend des décisions pour nous, ben on pose des actions, on pose des gestes que waouh, c'est pas nous pendant ce temps-là. Donc, ça a été difficile, oui, il y a eu des grosses émotions qui sont sorties, mais il y a aussi des chapitres qui ont été plaisants à écrire où en repensant à ces épisodes-là, ben je suis capable d'en rire. Tu sais, c'était tellement absurde des fois la façon que j'agissais que maintenant je suis capable d'en rire avec mon mari, avec mes amis. Donc ça m'a fait du bien d'écrire ces moments-là. Et en tout et partout, ça t'a pris combien de temps à écrire le livre? Ben tu vois, je l'ai commencé le 3 janvier 2025. Je me souviens exactement où j'étais, ce que je faisais quand je l'ai commencé. Puis il vient de sortir là le 1er mars. Puis je te dirais que j'ai fait des modifications jusqu'à temps que j'aille la copie finale dans mes mains le mois dernier. Donc, tu sais, j'ai vraiment travaillé dessus pendant 1 an au complet. Et maintenant, Rachel-Anne Hamelin, comment elle se sent? Est-ce que tu es fière de toi après avoir passé à travers tout ce processus et l'écriture et avoir écrit un livre?
Absolument. Comme je disais tantôt, j'ai toujours su que j'allais écrire un livre. C'est comme une passion que j'ai là depuis que je suis toute petite. Moi, j'ai des souvenirs de quand j'ai comme 7-8 ans, puis je tombe endormie en lisant des livres. Pour moi, la littérature a toujours fait partie de mon cru, puis je pense pour ça aussi que je me suis lancée en révision linguistique puis en traduction, parce que j'adore les mots. Donc, tu sais, je suis vraiment fière de dire que je l'ai faite. Je l'ai faite aussi autopublication, donc self-publish. Oui. Je pense que le fait justement que je travaillais dans le domaine des langues, ça m'a donné une longueur d'avance. Travailler en consultation aussi, je suis habituée de travailler avec d'autres professionnels. Je me suis entourée de beaucoup de personnes pour m'aider justement à faire la couverture, travailler l'image de marque que je voulais comme autrice, la version audio qui va sortir au courant du mois. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont suivi pendant mon parcours. J'avais une book coach aussi pour m'assurer de vraiment créer un produit qui pouvait aller jusqu'à sa juste valeur. Et quand tu t'es dit, OK, je vais commencer à écrire, ben en fait, tu mettais un peu tes états d'âme, c'est ça, je comprends. On a dit tantôt un peu comme un journal intime, mais ça s'est venu tout de suite que tu t'es dit, OK, je vais écrire un livre sur l'épuisement professionnel, sur le burn-out, ou tu t'es pas dit, je vais écrire, je sais pas moi, un roman de fiction, par exemple. C'était vraiment ça que tu voulais faire? Ben moi, j'ai toujours voulu écrire un roman de fiction. J'en ai commencé plusieurs quand j'étais jeune. J'ai rédigé des pièces de théâtre, des scripts pour des films. Mais là, c'est vraiment cette histoire-là est vraiment venue de moi-même. C'est sorti, puis c'était comme. Puis je le dis dans mon introduction, c'était difficile d'écrire, mais comme je pouvais pas m'imaginer pas l'écrire. Parce que je vois, puis déjà là, juste avec les commentaires que j'ai des lectrices, des lecteurs qui l'ont lu, on a besoin de ça dans le monde en ce moment. On a besoin de parler de santé mentale, d'en prendre soin. On veut plus que ce soit un sujet qui est tabou. Donc, c'est ça que je voyais. C'est comme venu naturellement tout ça. Et je m'en allais vers là, Rachel-Anne. D'abord, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense, qui se sent comme ça, qui se sent pas bien, qui se pose des questions, qui se dit qu'est-ce qui m'arrive? Ce serait quoi les drapeaux rouges selon toi que faut que tu ralentisses puis OK, il faut que je prenne une pause? Ben, je pense que c'est ça, c'est que on se fait confiance à soi. Hein. Si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va pas. Donc, c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que c'est aligné avec mes besoins? Est-ce que c'est aligné avec mes priorités? Est-ce que c'est aligné avec qui je veux vraiment être comme personne? Puis si les réponses sont non, ben on a une très grande réponse, là. Puis de s'entourer de personnes qui peuvent nous écouter, des personnes qui vont être honnêtes, pas juste des personnes qui vont écouter, hocher de la tête, mais qui vont être capables de nous accompagner dans ces conversations-là qui sont un petit peu difficiles. Puis voir qu'est-ce qu'on peut faire de différemment, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté, c'est ça, de s'entourer avec des groupes. C'est pour ça aussi qu'à la suite de mon livre, j'ai créé Project Permission, qui est la suite du livre, dans le fond, qui est de créer des communautés où on peut justement se rassembler pour avoir ces conversations-là. Donc, je me suis associée à une thérapeute pour créer des ateliers qui portent sur l'épuisement, qui portent de reconnaître les signes, de redéfinir la performance, de redéfinir nos façons de travailler, nos façons d'être dans la vie de tous les jours, puis aussi notre façon d'être des leaders dans des organismes. Donc, on a 3 paliers différents dans nos ateliers parce qu'on veut créer ces séances-là où on peut venir ensemble et se rendre compte qu'on n'est pas seul là-dedans. Puis de pas se blâmer, de se dire « Ah, c'est parce que je suis pas bon, je suis pas capable ». Non, c'est que la société a évolué et nous, on doit évoluer nos façons de faire aussi. Donc, je veux dire que c'est normal qu'on est dans des situations comme ça, mais c'est de plus en plus commun. Oui, tout à fait. On va y revenir, mais je voulais, tu as dit tout à l'heure, la santé mentale. On dirait que même en 2026, Rachel-Anne, c'est encore très marginalisé. Hein? On dirait qu'on peut pas dire... On dirait qu'il faut que ça soit physique, que ça paraisse, mais si tu dis « je vais pas bien entre les 2 oreilles », on dirait que c'est un peu moins important. Absolument, absolument. Puis ça me rappelle un épisode que j'ai eu avec ma docteure qui m'avait dit « mais tu sais, comme
qu'est-ce qui serait passé au travail si tu avais eu un accident de voiture? Puis j'ai dit, tu sais, ça serait arrangé. Ben, c'est ça. Pourquoi est-ce que toi, ta situation est différente? Parce que c'est pas visible, c'est que tu n'as pas une jambe cassée ou le bassin cassé ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait différent? Puis il y a une ligne dans mon livre que je dis Not all wounds need crutches to be valid. Comme c'est pas parce qu'on le voit pas qu'on n'a pas besoin de la même attention. Et Rachel-Anne, dis-moi, comment se passe le processus de guérison? Ça doit être différent pour chaque personne. Ça doit être ta façon d'aller mieux. Comment qu'on fait pour reprendre du poil de la bête et se remettre sur ses pieds? Mm-hmm. Ben pour moi, j'ai été accompagnée d'une excellente thérapeute. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de parler, de verbaliser. Puis avec elle, je voulais vraiment comprendre les patterns qui m'ont amené à mon épuisement pour pouvoir les reconnaître puis faire comme « Oh, OK, je te vois, tu t'en viens. » Non, là, cette fois-ci, moi, je t'arrête tout de suite là, avant que ça m'amène à une période difficile. Non. Là, je reconnais, je fais un choix, je m'en vais là-dedans ou pas. Donc ça, c'est ma façon à moi. Je m'entoure aussi des choses qui me passionnent. Je suis une fille, moi, de théâtre, de littérature. Donc, je te dirais là, que dans la dernière année, je suis allée voir le plus de spectacles de théâtre, de pièces de théâtre, du Broadway, peu importe, n'importe quel, là, pour me ressourcer, aller venir alimenter la petite flamme qui est en moi, de l'adolescente qui aimait ça être sur les planches devant un public. Donc, c'est d'aller chercher ces choses-là qui m'allument. Moi, je dirais que ça, c'est comme ça, comme moi, je vis mon rétablissement. Rachel-Anne, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton projet Permission? Je pense que c'est en parallèle avec avec le lancement de ton livre. Oui, absolument. Donc, pour moi, c'est que je voulais pas que ça s'arrête au livre. Je voulais créer un endroit où on pouvait avoir des conversations au sujet de la santé mentale, de la performance. Donc, je me suis associée avec une thérapeute, puis on a créé des ateliers qui touchent différents sujets. Par exemple, redéfinir la performance au travail, redéfinir notre train de vie dans la vie de tous les jours, travailler aussi avec des leaders qui sont dans des organisations pour prévenir le burn-out au sein de leur équipe, reconnaître les signaux d'alarme. Donc, on a 3 différents paliers, puis nous, on veut aller dans les communautés, justement, rejoindre le plus de personnes possible pour avoir cette conversation-là, pour qu'on puisse normaliser que, tu sais, la santé mentale, c'est super important, puis être capable d'aller reconnaître chez les autres, peut-être des moments où on aurait besoin d'aide. Puis des fois, c'est juste ça, c'est moi ce que j'ai remarqué quand je parle de mon expérience. Si je veux parler avec quelqu'un, puis « Ah, t'as écrit un livre, c'est sur quoi? » Puis là, je raconte une histoire, puis c'est comme « Hey, c'est quoi, moi aussi, j'en ai vécu un burn-out. » Puis là, c'est beau d'avoir cette discussion-là, puis ce partage-là, puis je les vois guérir en même temps qu'ils en parlent. Donc, c'est ça qu'on voulait créer ensemble, ma partenaire et moi, avec Project Permission. Et ton livre est disponible dans les 2 langues, Rachel-Anne? Où est-ce qu'on peut se procurer le livre? En ce moment, il est seulement disponible en anglais. Je vais voir si je vais le traduire. On peut se le procurer sur Amazon. Il est en format papier. Il est en format numérique aussi. Puis aussi sur Kobo en format numérique. Et au courant du mois, il y aura la version audio aussi qui va sortir. Et dernière question, Rachel-Anne Hamelin. C'est le début, je pense. Est-ce que tu as d'autres projets pour cette année d'écriture, comme on s'est dit au début d'émission, de l'entrevue? Est-ce que tu as des projets pour un autre livre de fiction cette fois-ci, peut-être? Oui, j'en ai. J'en ai commencé quand j'étais jeune, que j'ai ressorti de mes tiroirs récemment. Puis j'ai regardé puis je dis « Hey, c'est quoi? C'est pas pire. » Qui est plus côté fiction pour jeunes adultes, je dirais adolescente, jeune adulte. Donc ça, c'est une idée qui me trotte en tête. Mais il y a aussi une autre idée qui est de rédiger un livre de fiction, mais aussi autour du burn-out. Puis pas de genre que c'est effleuré, qu'on suit vraiment quelqu'un qui est là-dedans, parce que à ma connaissance, ça n'a pas vraiment été fait. Ou ce que j'ai lu, c'est quelqu'un qui va s'en aller au Mexique, prendre un petit break pour une semaine de temps, puis là, tout va bien après. Mais c'est pas la réalité, c'est pas les vraies choses. Donc, j'aimerais ça pouvoir aller chercher un public de ce côté-là pour qu'on puisse, encore une fois, normaliser les choses qui se passent, faire parler plus de notre santé mentale, puis s'assurer que notre société va bien.
Tu as raison, c'est tellement important parce qu'il faut que la tête suive pour que le corps suive également. Absolument, c'est tellement bien dit. Rachel-Anne Hamelin, autrice et qui vient de lancer son livre Permission to A Journey of Breaking Patterns and Redefining Self. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, Rachel-Anne. C'était super intéressant. Ben, merci à toi de prendre le temps de parler de ce sujet-là en ondes. Ça me touche vraiment. Cet épisode de Guillermo sur la Go a été rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local. 92.1 Go FM.